Zézé Bayard, qu'est-ce qu'une performance, selon vous? Alors, pour moi, une performance, c'est un processus. Et on ne peut juger la performance qu'à la fin de ce processus. Donc, c'est un processus qui doit être complet. Processus de réalisation d'un projet, quel que soit le processus. Et à la fin, on décide si c'est une bonne performance ou une mauvaise performance. On va essayer de vous connaître un peu mieux à travers vos routines quotidiennes. Une journée de travail productive commence à quelle heure? Alors, en réalité, j'avoue que maintenant, je suis à ma 16e année d'entrepreneur, donc j'ai plus les mêmes habitudes. D'ordinaire, c'était une journée commençait à 6 heures, des fois 5 heures du matin. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus relax. Ceci dit, je me réveille tous les jours à 6 heures, mais je peux commencer ma journée à 7 heures avec du sport, un peu de méditation. Et je prends mon temps, j'arrive au bureau à, on va dire 9h, 9h30, je suis à 5 minutes de mon bureau. Et je commence par une discussion avec mes directeurs. Et je suis souvent au téléphone, je coordonne finalement l'activité. Je ne suis plus vraiment dans l'opérationnel, donc pour moi c'est ça, toute la journée. Coordination, téléphone, rendez-vous interne ou externe. Et je rentre généralement assez tôt, 18h, je suis rentré parce que j'ai besoin de voir mes enfants. Besoin de discuter avec mes filles avant qu'elles partent au lit. Par quel type de collaborateur appréciez-vous d'être entouré? J'aimerais bien, j'aime bien, et d'ailleurs, quand je dis que j'aime bien, c'est parce que moi-même, je contribue justement à les emmener à un niveau que je souhaite. Avoir des gens responsables, des gens qui écoutent, des gens qui ont à cœur les compromis, de travailler avec les autres, de tirer les autres vers le haut, dans une logique de travail en équipe et surtout dans une logique de résolution de conflits et de résolution de problématiques. J'ai du mal avec des collaborateurs qui vont que me présenter des problèmes sans me présenter des solutions qu'ils suggéraient. Et cette culture d'entreprise, on l'a construite tout le long de cet exercice de construire cette entreprise. Et aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé à vitesse de croisière. Donc, des collaborateurs qui sont conscients, qui sont responsables, qui sont dans une logique d'excellence et de résultats et de suggestions, de débat, d'analyse et de travail d'équipe. Quelle est la principale, quelle est la meilleure qualité qu'un employé puisse avoir? Un employé doit avoir les mêmes qualités qu'un chef d'entreprise, qu'un patron. Le leadership, pour moi, c'est l'essence même du comportement qu'on doit avoir dans une entreprise. Parce que le leadership comprend un certain nombre de valeurs qui font que vous serez un bon exécutant, en même temps un bon coordonnateur, une bonne personne qui suggère, un bon chef d'entreprise, chef de groupe, un bon membre de groupe. Donc toutes ces qualités se retrouvent dans le leadership. Et je crois que chaque employé devrait être un leader. Est-ce que dans une équipe, on n'est pas censé avoir et des leaders et des personnes qui suivent? Même celui qui suit doit être un leader en essence. Parce qu'en réalité, je crois que pour comprendre l'état d'esprit des leaders, il faut qu'on ait quand même un minimum de leadership en soi. C'est extrêmement important. Donc pour moi, le leadership n'incarne pas une hiérarchie. Le leader n'est pas forcément au-dessus des autres. Le leader, il est avec les autres. Il est juste un coordonnateur. Et c'est une fonction qui est interchangeable. Donc aujourd'hui, vous êtes leader, quelqu'un d'autre peut être leader demain, après-demain, ainsi de suite. Tout le monde doit avoir cette capacité à être un leader. Le leader doit être avec les autres, comme vous le disiez, ou au service des autres? Il doit être avec les autres. Parce qu'être au service des autres, on ne peut pas être leader, être au service des autres. On est leader parce qu'on guide les autres. Mais pour guider les autres, il faut être avec les autres pour pouvoir les guider. Il faut montrer l'exemple, puisque c'est vous qu'on suit. Donc vous ne pouvez pas être au service des autres, mais vous êtes avec les autres. Quelle attitude adoptez-vous lorsque vous passez la porte de Bloomfield? Alors, je suis vu et considéré comme mes staffs comme quelqu'un de très distant, de très froid. Mais en réalité, ça contraste avec l'attitude que j'ai en réalité avec eux. Ils me trouvent très juste. Il me trouve très conciliant, très disponible, très accessible, mais en même temps très froid. Évidemment, ça crée
un sentiment de chaud et de froid qui pour moi est extrêmement important en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, en tant que leader. Il faut prendre en considération la culture dans laquelle vous vivez. Et nous sommes dans une culture où la limite entre la familiarité et le professionnalisme, elle est très mince. Donc il faut avoir un certain comportement qui permet aux gens de rester professionnels quand il est faut et en dehors du bureau, quand nous nous retrouvons pour un verre, d'avoir l'attitude amicale et fraternelle si c'est nécessaire. Et d'ailleurs, pour vos employés, est-ce Stan ou Monsieur Bayard? Non, c'est Stan. Tout le monde s'appelle par son prénom à Bloomfield et tout le monde se tutoie. Et ça n'empêche pas que les gens se respectent profondément. Et est-ce qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec vous? Mais bien sûr, parce que je donne toujours l'opportunité aux gens de ne pas être d'accord, justement. Ce que je l'ai dit, c'est suggérer toujours ou dites ce que vous pensez, comment les choses devraient être. Et c'est une discussion, c'est un débat, mais à la fin de la journée, quelqu'un doit prendre une décision. Et donc, si on n'arrive pas à trouver un compromis, évidemment, on se référera à la hiérarchie. Mais il est extrêmement important que chacun puisse exprimer son opinion. Et qu'avez-vous appris à ne jamais faire en tant que PDG? À ne jamais faire, c'est à ne jamais donner le mauvais exemple. Parce qu'en réalité, je pense que je suis un modèle pour mes staffs. La majorité sont très jeunes. Et donc, évidemment, je me comporte comme je souhaiterais qu'ils se comportent eux-mêmes. Donc, évidemment, je suis très, très strict avec moi-même vis-à-vis du comportement que j'ai en présence de mes employés. Et je sais que des fois, je me force à montrer à mes employés que je ne suis pas une barre de fer, que je suis aussi flexible, que je sais aussi faire des choses fun. Et donc, il nous arrive des fois d'organiser des séances d'apéro au bureau où je vais danser, où ils seront surpris de me voir danser. Mais bon, Ah bon? oui, je leur montrerai que je suis capable moi aussi de danser, et que je sais danser, et que je connais des chansons. Vous êtes un bon danseur? Vous connaissez un BT qui n'est pas un bon danseur? Et sur quel type de danse êtes-vous le plus à l'aise, par exemple? Écoutez, toutes les danses, hein, finalement. Je crois que je suis quelqu'un qui s'adapte très vite et très bien. Mais j'ai vécu longtemps aux États-Unis, donc j'ai vraiment... j'aime bien le hip-hop, j'aime bien le R&B. Et évidemment, en musique locale, j'aime bien le zouglou. Et par contre, le coupé-décalé, c'est un peu trop rapide pour moi. J'aime bien tout ce qui est smooth, j'aime bien certaines chansons, mais bon, évidemment, je ne serais pas capable de danser aussi rapidement que les gens dansent. Je trouve ça intéressant, mais je ne suis pas capable de faire ça. J'aime bien tout ce qui est smooth. On voit souvent des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, non pas basculer en politique, mais s'impliquer dans la vie politique de leur localité, par exemple en devenant maire ou député. Est-ce que cela vous tenterait? Honnêtement, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Je crois que je peux contribuer différemment. Je suis plutôt dans une logique panafricaniste, hein. C'est-à-dire que j'ai des ambitions plutôt au niveau de l'Afrique, donc d'avoir un impact qui touche tout le continent. Et donc, je suis plus à un niveau macro. Au niveau micro, je vais m'impliquer dans des projets sociaux, dans l'accompagnement de certains projets. Mais le type de politique que je fais, c'est de la politique économique qui va aider les gens à se réaliser. Mais la politique politicienne, j'avoue que ça m'intéresse très peu. Du moins, pour l'instant, ça m'intéresse très peu parce que si vous regardez mon parcours, vous verrez que j'ai un parcours de quelqu'un qui, au départ, quand j'étais jeune, voulait être politicien. J'ai fait droit, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait Sciences Éco, j'ai fait l'école d'administration. Mais je me suis rendu compte très vite que la façon dont la politique est faite en Afrique m'intéressait moins. Je suis une personne de débat, une personne d'argument, une personne qui pense qu'il faut convaincre les gens par la force des arguments, par la force de la réflexion et de l'analyse. Mais je ne suis pas vraiment dans une logique de pouvoir pour opprimer les autres, pour confisquer le pouvoir. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc, moi, quand j'ai constaté ça, j'ai préféré être plutôt dans la finance, dans l'économie, quelque chose qui pourrait apporter plus à mon avis. Mais dans mes analyses, j'encourage justement les politiciens africains à avoir une autre approche du modèle politique, à avoir une autre approche de la politique, de sorte à ce que la politique soit au service des citoyens
et non pas au service de ceux qui la pratiquent dans une logique égoïste. Est-ce que ce n'est pas une solution de facilité, finalement, de s'écarter du système plutôt que de l'intégrer, d'essayer de changer les choses? Non, pas du tout. J'arrive à changer les choses parce que j'influence les politiques publiques, justement. En étant chef d'une agence de notation financière, les analyses que je sors, les évaluations, mettent en relief les forces et les faiblesses, justement, des systèmes politiques et des systèmes économiques. Donc, je permets, ou du moins, je mets la pression sur les systèmes pour qu'ils évoluent, pour qu'ils changent dans la bonne direction. Donc, en réalité, je suis dans une meilleure position de changer les choses que si j'étais moi-même politicien, évidemment, avec des pouvoirs limités, comme on le sait dans nos systèmes où les pouvoirs sont concentrés, donc avec un pouvoir limité. Aujourd'hui, je pense que les rapports que je sors sur les pays, je vois bien les changements de politique qui sont mis en place dans une optique d'améliorer les choses. Et je crois que j'ai beaucoup plus d'influence en tant que patron d'une agence de notation que j'aurais en tant que ministre, par exemple. Et si vous aviez le choix entre, par exemple, passer une journée avec Tidjane Thiaw ou passer une journée avec Thierry Talon, quel serait votre choix? Écoutez, les deux sont des gens que j'apprécie énormément. Je connais mieux Thierry Talon que Tidjane. J'ai déjà eu des conversations avec Tidjane, mais Thierry, je le connais très bien, c'est un ami, on passe du temps ensemble, on discute. J'aurais bien aimé avoir une discussion avec les deux en même temps. J'ai déjà des discussions séparées. Je ne peux pas faire de choix entre les deux parce que j'estime que ce sont des gens formidables et je pense qu'ils pourraient apporter beaucoup à ce pays et beaucoup à ce continent. Et je prends beaucoup de plaisir à échanger avec eux parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Alors là, vous avez brandi un joker. Une question suivante. Passer une journée avec Jean-Louis Billon ou Adama Bictogo? Jean-Louis Billon est mon ami. Et donc, évidemment, j'ai déjà passé des journées avec lui. Adama Bictogo, j'ai eu des conversations avec lui. Je ne le connais pas personnellement. J'ai eu des conversations avec lui. Si je devrais choisir, évidemment, je choisirais de passer une journée avec Jean-Louis parce que Jean-Louis, c'est mon ami. On partage beaucoup de choses ensemble. On a une vision qui est à peu près la même. Il y a une qualité particulière qui lui permet de se singulariser des autres? Jean-Louis? Oui. Jean-Louis est franc dans ce qu'il dit. En même temps, il est suffisamment intelligent pour comprendre qu'il y a la forme et le fond sont importants. La forme est aussi importante que le fond. Il va passer des messages en choisissant la bonne forme, justement, parce qu'il s'adapte à son environnement. Donc je crois que ça le distingue aussi de beaucoup de politiciens. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens n'ont pas l'impression qu'il est émotif. Il n'est pas émotif parce qu'il comprend que la forme est extrêmement importante dans un environnement où les gens peuvent se contenter de la forme et ne pas regarder le fond. Et de façon hypothétique, enfin, Aliko Dangote ou Barack Obama? Barack Obama, parce que je pense que Barack Obama, il a beaucoup de profondeur. Beaucoup de profondeur. J'apprécie énormément Aliko Dangote pour ce qu'il réalise. Barack Obama a beaucoup de profondeur. Si je dois choisir de passer une journée avec un de deux, autant que j'apprécie Dangote, je passerai cette journée avec Obama. Alors, en toute franchise, Stan Zézé Vaillard, quel est le défaut que vous n'arrivez toujours pas à corriger? Un vrai défaut? Alors, je ne sais pas si j'arrive pas à le corriger parce que j'y arrive. Le défaut que je pense que j'ai toujours eu, mais qui est difficile de voir de l'extérieur. Je suis très nerveux, je suis très impulsif, ou du moins je l'ai été. Maintenant, j'avoue que je me suis assagi. Évidemment, avec l'aide de mon épouse, parce qu'évidemment, elle a tendance à me dire qu'il est extrêmement important, vu l'importance que je prends même dans la vie des autres, que je sais d'encadrer, que de tirer vers le haut. Il est extrêmement important de ne pas être aussi impulsif et aussi nerveux. Et est-ce que justement, vous évoquiez, votre épouse, est-ce que Jeanne vous coach aussi, puisque ça fait partie de au quotidien? Je crois que elle arrive quand même à me tenir sur terre. Vous savez, à un moment donné, vous pouvez penser que vous êtes en train d'avoir une certaine importance, mais c'est extrêmement important qu'on vous ramène un peu à la réalité de l'humilité. Et ma femme joue ce rôle-là. Et j'ai très confiance en elle, donc évidemment, généralement, quand elle me dit les choses, même si tout de suite, j'ai quand même l'impression qu'elle me donne des leçons,
Parce qu'elle est plus jeune que moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte là? Mais après, quand je réfléchis, je me dis, effectivement, elle a peut-être raison. Et j'essaie de justement rectifier le tir. Je pense il est extrêmement important d'avoir un partenaire comme ça qui sait vous garder sur terre. Un partenaire comme Jeanne qui vous donne de bons conseils et qui est là pour vous. De savoir qu'elle sera toujours là pour vous, je trouve que c'est extrêmement important. Quel est votre plus grand regret professionnel? Bon, je ne regrette rien du tout, en fait. Je ne regrette jamais rien, parce que je considère que tout ce que je fais, je choisis de le faire. Et ce que je choisis de faire, je ne regrette pas, quelles que soient les conséquences de mes choix. J'assume toujours mes choix, j'apprécie mes choix, et j'estime que mes choix font partie de mon expérience. Et donc, je suis là où je suis parce que j'ai fait les erreurs que j'ai faites, parce que j'ai fait les choix que j'ai faits. Donc évidemment, je regrette rien. Par contre, j'aurais souhaité, moi, si je pouvais revenir en arrière, au lieu d'entreprendre à 38 ans, au lieu de commencer mon entreprise à 38 ans, je l'aurais commencé à 23 ans, quand je suis sorti de toutes mes études. Mais à 23 ans, est-ce que vous étiez assez armé, justement? Est-ce que vous aviez l'expérience nécessaire pour pouvoir diriger une entreprise? Aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y a pas besoin d'expérience, justement. Il y a besoin d'avoir le désir de réussir un projet. Aujourd'hui, je vois des jeunes de 21 ans entreprendre, des jeunes de 23 ans et réussir leur projet. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les circonstances s'y prêtent plus ou mieux qu'à l'époque où moi j'avais 23 ans. Mais j'aurais souhaité commencer plus tôt, là où je n'avais pas pris de mauvaises habitudes, parce que vous savez, l'expérience peut être aussi entachée de beaucoup de mauvaises habitudes, malheureusement. Parce que je connais des gens qui ont commencé à entreprendre à 60 ans à leur retraite, après qu'ils aient été DG, PDG, et qu'ils n'ont pas fait long feu. 6 mois, 1 an après, ont mis la clé sous le paillasson parce qu'ils ont accumulé justement de mauvaises habitudes. Il y en a un qui me dit, par exemple, je ne peux pas concevoir aller attendre dans la salle de réunion d'un jeune de 30 ans avec qui j'ai pris rendez-vous, avec qui je veux bosser, me dire de l'attendre et je l'attends 4 heures, je ne peux pas. Et ça, ce sont de mauvaises habitudes. Quand vous commencez à entreprendre et que c'est vous qui avez besoin des autres, même si vous font attendre 6 heures, vous attendez avec humilité. Est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas un peu fatigué des chaussettes rouges? Ah non. Parce que pour moi, les chaussettes rouges, ce n'est pas juste un style. C'est un symbole très fort d'ailleurs. Et je crois qu'à travers les chaussettes rouges, je vois l'impact que ça a aujourd'hui sur beaucoup de jeunes. Et ils ont bien compris aussi que ce n'était pas juste un style, c'était toute une symbolique de la puissance discrète, de l'humilité, même si ça paraît contradictoire. Des chaussettes, on les porte, on marche dessus, ça caractérise l'humilité aussi, la discrétion, parce que les chaussettes, c'est quand vous croisez les jambes qu'on les voit. Non, pour moi, c'est un symbole très fort d'ailleurs, et je crois qui caractérise un peu ma personnalité. Et d'ailleurs, vous ne me verrez pas dans une autre couleur de chaussettes parce que je n'ai que des chaussettes rouges. J'en ai à peu près 150 paires, mais que des chaussettes rouges. Voilà. Et enfin, pour terminer, Stan Zézé-Bayard, est-ce que vous n'en faites pas un petit peu trop? Trop de télé, trop d'interviews, trop d'interventions publiques, des émissions, des podcasts, des panels. Est-ce qu'on ne vous voit pas un peu trop dans les médias? Alors, je crois qu'il y en a qui pensent qu'on me voit trop, mais je comprends pourquoi ils pensent ça. Parce que vous savez, je pense que vous avez 2 types de personnes que je peux appeler, je ne sais pas si je peux appeler ça des leaders, des gens qu'on considère qu'on réussit dans la société. Il y a 2 attitudes. La première, c'est de dire j'ai réussi, je me suis battu, j'ai réussi, les autres devraient se battre aussi et réussir. Donc je reste dans une logique égoïste. Je ne partage pas mon expérience, même si je sais que ça peut aider les autres à réussir, je ne le fais pas, chacun se débrouille. Et il y a des gens comme moi qui disent « Non, je pense que j'ai une responsabilité morale de partager le processus de ma réussite, de partager les secrets de ma réussite, de tirer les autres vers le haut, de permettre aux autres d'éviter les erreurs que j'ai pu commettre et que je sais qu'aujourd'hui ce sont des erreurs, et être généreux. Et moi, j'ai choisi l'option d'être généreux. Et aujourd'hui, par le canal des médias, par le canal de la communication, je me suis rendu compte de la puissance du message qu'on peut passer. Et c'est dans cette logique-là que je suis.
n'en déplaise à qui veut. Moi, sincèrement, je pense que chacun a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie. La mienne, j'ai décidé d'être généreux, j'ai décidé de partager et je vois l'impact positif que ça a sur les jeunes, surtout les jeunes Africains qui ont définitivement besoin de repères. Et je suis celui qui cite souvent en repère et en référence. Donc je crois que j'ai une obligation vis-à-vis d'eux. Et c'est dans cette logique-là que je suis et je veux bien remplir cette obligation. Maintenant, ceux qui n'aiment pas ce que je fais, écoutez, qui souffrent que je vive ma vie comme je le veux. Donc pour vous, c'est de la générosité, ce n'est pas un besoin viscéral de vous faire voir. Pas du tout, je n'ai pas besoin de ça. En réalité, comme on dit généralement, quand vous commencez à réaliser des choses intéressantes dans votre vie, vous voulez vivre caché parce que sinon vous attirez la convoitise, vous attirez la jalousie. Mais moi, je dépasse ça. Pour dire non, moi, je veux être généreux, je veux montrer aux jeunes Africains qu'on peut vivre le rêve africain. Pas besoin de prendre des bateaux, aller mourir dans l'océan ou pas besoin d'aller galérer dans des pays étrangers parce qu'on estime que là-bas on pourra réaliser un rêve. Non, on peut vivre le rêve africain. Non. Il faut bien que des gens qui ont réussi ce rêve africain fassent la promotion pour les jeunes, pour les autres. Et voilà pourquoi je suis aussi visible, pas parce que je pense que j'ai besoin de ça. Non, j'ai tellement confiance en moi que je n'ai pas besoin de ça. Je veux dire, je suis ce que j'appelle l'arrogant positif. Donc, je pense que je peux réaliser ce que je veux. Et donc, je n'ai pas vraiment besoin que les gens me voient. Ça ne m'intéresse pas. C'est surtout dans une logique de pédagogie, une logique de partage et dans une logique de générosité. Et vous avez choisi de partager votre réussite. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez réussi ? Écoutez, c'est simple. Pour moi, la réussite, c'est la réussite d'un projet de vie. Et je pense que mon challenge de créer Bloomfield dans un environnement qui en avait besoin, mais qui ne le savait pas, dans un environnement qui ne s'y prêtait pas parce que la probabilité de réussir ce projet était zéro. Zéro quand j'ai commencé. 0%, je veux dire. Et d'avoir forcé le destin, d'avoir forcé l'environnement, d'avoir créé l'écosystème et d'être arrivé à la vitesse de croisière à laquelle je suis aujourd'hui, oui, pour moi, c'est une réussite. La réussite, ce n'est pas la richesse. Hein. La richesse matérielle peut être la conséquence, peut-être, pas forcément, peut-être la conséquence de cette réussite, mais je pense que j'ai réussi mon projet. Aujourd'hui, quand on parle de notation financière en Afrique, le premier réflexe et le premier mot qui sort de la bouche des gens, c'est Bloomfield Investment Corporation. Tanzeze Bayar, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci infiniment et merci de m'avoir invité.